Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce deuxième webinaire qui fait partie d'une série de 3 et qui vient en remplacement d'un webinaire en présentiel que nous devions faire à Poitiers avec la CCI de la Vienne et la CCI de la Haute-Vienne sur les C2E dans l'industrie, donc webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, dans le tertiaire, webinaire qui a lieu aujourd'hui, et pour les collectivités locales, webinaire qui aura lieu jeudi prochain. Alors tout d'abord, excusez-nous, on a eu quelques petits problèmes avec le lien de connexion qui avait parfaitement fonctionné la semaine dernière et qui cette semaine, hélas, a rencontré un petit souci. Mais vous êtes déjà 53 connectés, donc ça va arriver tout doucement. Wassila a fait le nécessaire. Merci à elle pour l'appui logistique. Comment va se dérouler notre colloque? Mais tout d'abord, une ouverture du colloque que je suis donc en train de faire. Et puis ensuite, nous aurons Marc, tiens, il y a une petite coquille encore sur le slide, et qui va nous présenter les C2E, non pas dans l'industrie, mais dans le tertiaire, donc au cœur de la transition énergétique, et donc qui prendra la main l'essentiel du temps sur ce webinaire. Et puis nous aurons 2 témoignages, un témoignage de Christophe Tabar pour la société Isoec, et puis un témoignage de Michael Couturier sur l'hôtel Altéora au Futuroscope. Voilà. Puis après, une série de questions-réponses sur des sujets que vous voudrez évoquer. Je vais donc d'abord vous donner quelques petites informations sur la T2E. La T2E est une association indépendante qui a été créée en 1978, comme vous le voyez à l'écran, qui regroupe plus de 2200 adhérents avec 13 régions actives. Et sur notre région Nouvelle-Aquitaine, c'est le président de la T2E Nouvelle-Aquitaine, c'est Philippe Dedi, il est basé à Bordeaux. Et pour ma part, je suis le délégué local sur le Limousin-Poitou et j'essaie d'animer le réseau et les adhérents sur cette région. Comment est constituée la T2E? La T2E est constituée d'un réseau de partenaires décomposé en 3 catégories. Tout d'abord, 2200 adhérents, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, des partenaires professionnels. Donc, vous en avez une liste non exhaustive, donc des bureaux d'études, des associations, et puis toutes les fédérations professionnelles qui gravitent autour du monde de l'énergie. Vous avez également les collectivités et les établissements publics, et puis des partenaires institutionnels que sont l'ADEME, l'Agence régionale des ARE, les ministères, etc. Et Marc rentrera certainement, donnera quelques détails tout à l'heure dans le cadre de sa présentation sur ces ministères et les relations que nous pouvons avoir avec ces ministères. Et puis enfin, un troisième et dernier volet de mon introduction que je voulais être très rapide, la T2E publie tous les 15 jours un magazine très bien fait qui s'appelle Énergie Plus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je le conseille parce qu'il est très pédagogique, il est très facile d'accès, il est très très facile à lire, que ce soit pour les spécialistes de l'énergie ou pour des gens plus profanes. Et c'est vraiment un document. On reçoit beaucoup de magazines sur l'énergie. Celui-là est vraiment particulièrement bien fait. Je vous le recommande. Voilà. Merci pour votre attention. Je répondrai bien entendu à toutes les questions, mais c'est surtout Marc maintenant qui va prendre la main et qui va vous présenter donc les certificats d'économie d'énergie dédiés au tertiaire. Marc, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Très bien, c'est parfait. Bon. Alors, juste, je vais mettre 30 secondes ma caméra pour que vous puissiez voir que c'est bien moi qui intervient ce matin. Je vais la couper après parce que je suis, pour tout vous dire, je suis dans la campagne girondine et j'ai pas un super réseau là où je suis. Donc, vivement que la région Nouvelle-Aquitaine s'équipe sur toute sa région de la fibre. Voilà.
Alors, je vais vous parler donc ce matin. Alors, il y a une deuxième erreur, effectivement, des C2E alors, attendez, parce que j'ai quand même un doute. Je veux juste voir si j'ai pris la bonne. Là, oui, c'est bon. Donc, nous allons bien parler ce matin de C2E en tertiaire et en résidentiel. Donc, on va appeler ça en bâtiment. Je suis désolé. C'est les problèmes des copier-coller. Donc, un dispositif qui est au cœur de la transition énergétique. Juste quelques mots sur, Thierry a dit quelques mots sur la T2E. En fait, la T2E, elle est structurée, l'association est structurée au niveau national en six clusters, enfin 6 pôles de compétences. Donc, vous avez un pôle de compétences biogaz, un club power to gaz, un département efficacité énergétique, un club pyrogazéification, un club stockage d'énergie, et vous avez le club certificat d'économie d'énergie que j'ai le plaisir d'animer au niveau national. Donc notre mission au niveau du club C2E, c'est de faire vivre l'écosystème du dispositif, enfin de l'écosystème des acteurs du dispositif C2E. En apportant des missions autour de la communication, l'information, c'est ce que je fais aujourd'hui, des missions autour de l'aide aux adhérents, donc avec des questions-réponses. Et puis on a en charge aussi la gestion du catalogue de fiches d'opérations standardisées, avec la rédaction des fiches d'opérations standardisées pour les nouvelles fiches, mais aussi la révision des fiches d'opérations. Alors, il y a quelqu'un qui doit être au téléphone, là. Il faudrait couper votre micro. Vassila, si tu peux couper les micros des gens, ça va bien. Merci d'avance. Oui, c'est fait. Voilà donc, merci. Donc, voilà les missions du club C2E. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, j'ai un programme qui est assez important. Donc, vous passez quelques mots sur le bilan de la 4e période des C2E, donc en vous rappelant avant ce que c'est que les C2E. Un zoom sur les C2E sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on abordera les fiches d'opérations standardisées en tertiaire et résidentiel. Et on aura, à ce moment-là, on fera 2 témoignages sur l'utilisation de fiches d'opérations standardisées, donc sur notamment l'éclairage et puis avec le témoignage d'ISOWAC. Ensuite, quelques mots sur les opérations spécifiques, quelques mots sur les programmes et puis les perspectives 5e période C2E. Alors, premier point qu'il faut avoir en tête, c'est que le dispositif C2E, donc c'est un dispositif réglementaire qui répond à l'article 3 et 7 de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Alors, ces articles, ils disent quoi sur l'efficacité énergétique? Le premier article, l'article 3, c'est chaque État membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique. Cet objectif, il peut être soit en termes fixé en termes de consommation d'énergie primaire ou de consommation d'énergie finale. Il peut être fixé en matière d'économie d'énergie primaire ou d'économie d'énergie finale, ou de baisse d'intensité énergétique, c'est-à-dire c'est consommation d'énergie primaire divisée par le PIB. Et donc, la France, elle, s'est engagée donc à réduire sa consommation énergétique, vous voyez, à 131,4 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie finale et 219,9 millions de tonnes d'équivalent pétrole en énergie primaire à horizon 2020. Et donc, vous avez dans un premier temps, là au-dessus, la courbe des progrès réalisés en vue de l'atteinte de ces objectifs avec le démarrage en 2005 et l'objectif 2020. Ça, c'est le premier article, l'article 3. Puis vous avez l'article 7 qui, lui, fixe en fait des mécanismes d'obligation en matière d'efficacité énergétique et fixe en fait le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et donc, sur la période 2014-2018, les actions mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, il devrait
devait permettre de réaliser des économies d'énergie cumulées d'environ 322 TWh d'ici 2020. En gros, 88% des économies d'énergie à réaliser sur la période 2014-2020. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le dispositif des certificats d'économie d'énergie, il contribue à hauteur de 80-88% du mécanisme d'obligation en matière d'efficacité énergétique de l'article 7 de la réglementation européenne. C'est ça le point essentiel. Alors, bien évidemment, vous avez une réglementation européenne et puis ensuite, cette réglementation, elle est déclinée au niveau français par un certain nombre de lois, de décrets et d'arrêtés. Et donc, c'est le dispositif des C2E, il a été introduit par la loi POP en 2005, qui veut dire que le dispositif des C2E existe depuis 2006. Alors, l'objet, il est assez simple. On demande en fait aux énergéticiens, aux vendeurs d'électricité, de gaz et de fuel, de mettre en place des actions d'économie d'énergie finale auprès de différents secteurs diffus que sont le résidentiel, le tertiaire, la petite industrie, l'agriculture, le réseau et le transport. Globalement, l'État fixe des objectifs d'économie d'énergie finale sur des périodes de 3 ans. Donc ces objectifs, ils sont fixés par énergie, donc électricité, gaz, fuel, carburant. Et ensuite, chaque énergéticien se voit fixer une obligation en fonction de sa part de marché sur les ventes d'énergie. Donc l'État fixe des obligations globales, les décline par énergie, et ensuite, en fonction de chaque part de marché des vendeurs d'énergie, ils se retrouvent à devoir faire une obligation d'économie d'énergie sur une période. Voilà, donc ce sont les énergéticiens, sont ce qu'on appelle dans le dispositif les obligés. À côté de ça, vous avez les consommateurs d'énergie finale qui, eux, sont les bénéficiaires, qui vont bénéficier d'aide des énergéticiens pour mettre en place ces actions d'économie d'énergie. Et ces économies d'énergie, elles sont matérialisées par les certificats d'économie d'énergie. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'au bout de 3 ans, donc l'État va regarder quelle a été la production de chacun des énergéticiens en matière de certificats d'économie d'énergie. Et va regarder, bien évidemment, sur la période, quelles ont été les parts de marché de vente des énergéticiens et vont fixer, donc en fin de période, un objectif définitif d'obligation d'économie d'énergie. Si l'énergéticien a répondu à l'intégralité de ces objectifs, il y a ce qu'on appelle une annulation sur le compte de l'énergéticien des C2E réalisés et on repart sur une nouvelle période. Si par contre les énergéticiens a fait moins de certificats d'économie d'énergie que son obligation, dans ce cas-là, il se voit attribuer une pénalité. La pénalité étant de 15 € du mégawattheure CUMAC non produit par rapport à l'obligation. Et dans le dispositif, vous avez aussi des acteurs qui sont clés, qui sont des acteurs non obligés, qui sont ce qu'on appelle les éligibles, qui eux peuvent faire des actions d'économie d'énergie, mais sans obligation, et revendre leur certificat d'économie d'énergie sur ce qu'on appelle un second marché. Voilà. Donc, ce qui veut dire que les C2E ont une valeur financière. Et le schéma se traduit de cette manière. Donc, vous avez en haut l'autorité administrative qui va fixer des obligations et délivrer des certificats d'économie d'énergie à des acteurs obligés. Donc, les acteurs obligés sont les EDF, Total, Engie, mais aussi les Ciplec, BP, DINEF, Carrefour, puisque 60% de la distribution de carburant en France se passe par les distributeurs. Donc ces acteurs, ils doivent mettre en place des actions d'économie d'énergie vers le consommateur final. Ils doivent de plus prouver qu'ils ont eu un rôle actif et incitatif auprès du consommateur final dans la mise en œuvre d'actions plus performantes sur le plan énergétique. Et dans 95% des cas, le rôle actif et incitatif est matérialisé par des euros qui sont apportés au consommateur final. Donc en gros, les acteurs financent tout ou partie de l'action d'économie d'énergie réalisée chez le consommateur final. Une fois qu'ils ont fait ça, ils remontent
Ils déposent leur certificat d'économie d'énergie sur un compte. Et ensuite, donc l'autorité administrative valide sur le compte des obligés les certificats d'économie d'énergie et vérifie en fin de période s'ils ont bien atteint leurs objectifs. Parallèlement à ça, vous avez ce qu'on appelle les acteurs non obligés, qui sont les acteurs dits éligibles au titre du dispositif C2E, qui sont donc les collectivités territoriales, les syndicats d'énergie, départements, régions, des bailleurs sociaux, des sociétés d'économie mixte, des SPL dont l'objet est l'efficacité énergétique. Ces acteurs-là peuvent faire des actions soit sur leur propre parc d'actifs, hein. Par exemple, une mairie peut tout à fait faire, par exemple, de l'isolation ou changer une chaudière sur sa mairie, sur une école. Ils produisent donc des C2E, ils vont déposer ces C2E sur leur propre compte d'éligible, et à un moment donné, une fois que ces C2E sont validés, ils ont la possibilité de vendre sur le marché leur certificat d'économie d'énergie. Et donc, on crée de cette manière-là une bourse d'échange des certificats d'économie d'énergie. J'y reviendrai après, c'est ce qu'on appelle les prix C2E de la plateforme EMI E2MY. Alors, les obligés, pour réaliser donc leur obligation, ils ont plusieurs façons de procéder, plusieurs manières d'intervenir. Ils peuvent soit inciter des opérations d'économie d'éligible à certificat d'économie d'énergie, donc chez leurs propres clients ou leurs prospects. Ils peuvent contribuer financièrement à des programmes. Je vous ferai un zoom sur les programmes. Ils peuvent acheter donc des certificats d'économie d'énergie sur le marché. Et ils peuvent aussi ce qu'on appelle déléguer leur obligation. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander à un tiers de produire pour leur compte leur obligation et de prendre la responsabilité de cette production d'obligations en cascade. Ce qui veut dire qu'un délégataire, donc c'est une société qui va passer un contrat avec un obligé pour prendre une partie de son obligation et qui va devenir de fait responsable de la réalisation de cette obligation vis-à-vis de la tutelle administrative. Et ce qui veut dire que si l'obligation n'est pas réalisée en fin de période, c'est le délégataire qui va payer la pénalité. Et au final, donc les obligés, les délégataires, s'ils n'ont pas atteint leur objectif, paieront une pénalité de 15 € du mégawattheure CUMAC. Alors, la notion de CUMAC, peut-être à expliquer. Donc, les C2E sont comptabilisés en kilowattheure. Kilowattheure, on comprend bien, c'est bien une économie d'énergie finale. Et le CUMAC étant pour cumuler actualisé. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte dans le certificat d'économie d'énergie la durée de vie de tous les équipements qui sont mis en place et on va prendre en compte donc les économies qui sont générées sur la durée de vie de l'équipement. Et pour prendre en compte cela, on a en fait un taux d'actualisation. Donc on actualise les économies d'énergie avec un taux de 4%. Et ce qui prend en compte en fait la perte de performance de l'équipement sur la durée. Alors je l'ai dit, les certificats d'économie d'énergie sont délivrés par le pôle national certificat d'économie d'énergie, donc de la direction générale énergie-climat, après réalisation des travaux. Et l'obtention des C2E se matérialise par l'obtention de kilowattheure CUMAC sur un compte électronique sur le registre national EMI, sur lequel se font aussi les transactions certificats d'économie d'énergie. Les C2E, ils sont valables sur une période de 2 périodes. Et puis certains C2E sont bonifiés, soit dans le cadre notamment dans le cadre du contrat de performance énergétique, et ça peut intéresser bien évidemment le résidentiel et le tertiaire, dans des zones non interconnectées. Et puis on va voir qu'il y a un autre dispositif qui vient bonifier les C2E, c'est dans le cadre de la précarité, et notamment dans le cadre des coups de pouce, j'y reviendrai après. Quelques mots sur où nous en sommes sur le dispositif C2E 4e période. Donc là, je vous ai remis les niveaux de production qui sont par trimestre des niveaux de production mensuels des C2E. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis la fin 2019, là, T3, T4 2019, on a une accélération très forte de la production, notamment sous l'effet des opérations coup de pouce, j'y reviendrai plus tard.
Ce qui veut dire que si on se projette sur la fin de la période, donc quatrième période, elle a démarré au 1er janvier 2018 et elle va se terminer au 31/12/2021. Si on se projette, globalement, on se rend compte que dans les volumes cumulés qui sont en orange, on devrait arriver effectivement à l'obligation finale qui a été fixée pour cette quatrième période. Ce qui veut dire, alors il y a quelques mois, au mois de juin, j'avais un petit peu plus de doutes sur l'atteinte des objectifs. Ce que je disais, c'est que globalement, on avait probablement atteint des objectifs. Là, effectivement, les dernières productions de T3, T4 ont plutôt tendance à montrer qu'effectivement, on va être dans les clous sur les objectifs de cette quatrième période. Bien évidemment, les volumes de production influent très fortement sur le prix du certificat d'économie d'énergie. Alors, quelques mots sur le prix. Donc là, je vous ai mis l'indice EMI, donc qui publie en fait les prix des certificats d'économie d'énergie, qui sont les prix papier des certificats d'économie d'énergie. L'indice EMI ne reflète pas, enfin reflète une partie de l'aide financière qui est apportée aux bénéficiaires. Mais c'est un coût en fait complet. C'est-à-dire que dans ce prix qui est annoncé d'EMI, aujourd'hui on est autour de 8 € du mégawattheure CUMAC, vous avez bien évidemment la partie aide financière qui est apportée aux bénéficiaires pour payer les installations éligibles au dispositif C2E, mais vous avez en plus de ça des prix, les coûts administratifs de gestion des certificats d'économie d'énergie, les coûts de contrôle, les coûts commerciaux nécessaires pour aller chercher, des projets de rénovation, et puis les marges des acteurs, et notamment des intermédiaires. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur la première période, vous aviez un niveau d'obligation de 54 TWh CUMAC. Le marché se cherchait un petit peu parce que c'était très erratique. Hein, vous voyez, on était à 2,50 € à 7 €. Ensuite, sur la deuxième période, le marché il s'est stabilisé. Alors, vous avez une zone intermédiaire qui était une zone intermédiaire sans objectif. Hein. Ensuite, la deuxième période qui était de 4 ans, donc avec 345 TWh CUMAC en classique et 115 en précarité, où là, vous avez eu un prix du marché qui a un peu augmenté autour de 4 €, puis qui est ensuite a baissé vers les 2 €. Alors pourquoi ça et jusqu'en 2016 qui a baissé sous les 2 €. Ensuite, en troisième période, donc une phase descendante jusqu'en juillet 2016, et puis ensuite une phase qui est remontée après les publications des objectifs quatrième période. Et vous voyez qu'on est passé de 345 TWh en classique à 700 TWh en classique. Donc, bien évidemment, les obligés se sont dit waouh, il va falloir vraiment produire. Donc, ce qui a tiré vers le haut les prix des certificats d'économie d'énergie. Et puis, sur la quatrième période, donc un objectif de 1600 TWh en classique et 533 TWh CUMAC en précarité, et avec un prix qui est monté jusqu'à 9 €, 9,50 € et qui aujourd'hui est plutôt stabilisé à 8 €. Alors, dans les prix EMI, vous avez deux indices. Vous avez l'indice EMI classique, qui est un indice un peu où vous retrouvez des offres à terme, des offres forward, où il y a, on va dire, un petit peu de tout. Et puis, quelque chose qui reflète un peu plus la réalité, qui est l'indice spot, qui prend en compte toutes les négociations, enfin, les transactions à prix non nul entre des sociétés non filiales, non filiales, oui, pardon, et donc qui reflète un peu plus la réalité. Et vous voyez qu'aujourd'hui, sur la précarité, en indice spot précarité et puis indice spot classique, on est autour de 8 €, 8,20 €. Voilà. Peut-être Thierry, si j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Je surveille, Marc, s'il y a des questions. Et pour cette partie-là.
Il n'y a pas de questions. Okay. Oui, parce N'hésitez qu'on pas ne à l'a poser peut-être pas des dit. questions dans le chat. On l'a Je pas dit. Vous surveille et je avez. vais. Ouais, on l'a pas dit. Vous avez la possibilité de poser par chat. Vous avez une petite bulle là où vous pouvez poser vos questions. Et ce que je vous propose, c'est que à chaque fin de partie, je ferai une pause et puis vous pourrez poser vos questions. Alors, quelques mots sur la production des C2E Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vous ai fait juste un zoom qui correspond donc au nombre de C2E délivrés au 9 octobre 2020 par département, donc qui concerne les opérations engagées depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au second semestre 2018. Alors, vous avez donc, j'espère que je ne me suis pas trompé sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais je ne pense pas. En gros, ce qui ressort, c'est donc vous avez les opérations standardisées. Là, on est sur les bâtiments résidentiels uniquement. Donc, ce qu'on appelle les fiches BAR, BAR. Et vous voyez que la Gironde est le département qui sort en premier avec plus de 7,6 TWh CUMAC de production de C2E sur la période considérée. Et puis ensuite, vous avez la région qui nous concerne en partie aujourd'hui, Poitiers, là, qui est autour de 7,6 Tera, un peu moins entre 4 Tera et 7,6 Tera. Donc, c'est déjà, ça commence à être des volumes importants. Et puis, en bâtiment tertiaire, il y a deux départements qui sortent là encore du lot. C'est le département, là encore, de la Gironde, et puis le département des Pyrénées-Atlantiques, qui dépasse les 760 gigawattheures CUMAC de production sur la période considérée, donc 1er janvier jusqu'au second semestre 2018 inclus. Voilà. Alors globalement, les fiches d'opération standardisées qui sont produites sont les mêmes que sont les mêmes qu'au niveau France, et je vais y revenir tout de suite. Voilà. En vous parlant donc des fiches d'opération standardisées. Donc, j'ai parmi le catalogue de fiches d'opération standardisées, puisque aujourd'hui, sur le résidentiel et le tertiaire, vous avez quand même 108 fiches d'opération standardisées, avec 56 fiches en résidentiel et 52 fiches en tertiaire. Je vous ai mis le lien sur le site de l'AT2E. Vous tapez at2e.fr. Et là, vous allez retrouver toutes les fiches d'opération standardisées qui sont consultables en ligne. Donc, vous regardez ça. Et voilà les trois premières fiches aujourd'hui du secteur de la production en résidentiel et en tertiaire. Donc, en résidentiel, on a la barre EN101, la barre TH160 et la barre EN103. Donc, isolation de combo de toiture, isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire et isolation d'un plancher. Et donc, tout ça, ça nous fait, c'était 14-23%. 23% de la production totale de C2E. Et puis en tertiaire, vous avez la fiche BAT TH146, isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, la BAT EN103, isolation d'un plancher, et BAT TH139, système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid. Voilà. Qui regroupe là 6% de la production totale des C2E. Alors, pour ceux juste un rappel quand même des principes d'une fiche d'opération standardisée. L'idée de la fiche d'opération standardisée, selon l'article 7, c'est d'industrialiser les actions d'économie d'énergie finale. Ce qui veut dire que quand on calcule les forfaits sur des fiches d'opération standardisées, on va calculer on va faire des forfaits qui sont en fait théoriques. Puisqu'en fait, on va s'appuyer sur une moyenne des économies d'énergie réalisées sur la durée de vie des opérations par rapport à une situation de référence. À noter que, et donc pour calculer cette moyenne d'économie, bien évidemment, on va s'appuyer sur des analyses qui sont apportées par des experts, donc soit des fabricants
d'équipements, soit les organisations professionnels qui regroupent les fabricants d'équipements, mais aussi des experts qui proviennent des installateurs d'équipements, mais aussi des énergéticiens, des délégataires, des mandataires qui ont une expertise sur le sujet. Et on va mixer à la fois des études théoriques et des mesures in situ. Bien évidemment, si on a des études, par exemple, réalisées par l'ADEME, ben là, bien évidemment, ça va primer puisque c'est fait par un tiers, donc on sait que toutes les études validées par l'ADEME passent assez facilement au niveau du ministère. Les économies, elles sont toujours calculées par rapport à une situation de référence. Et alors la situation de référence, elle est définie clairement dans l'article R221-16 du Code de l'énergie, et qui dit quoi? Qui dit que sur le parc immobilier, par exemple pour toutes les fiches enveloppe de bâtiments, on va s'appuyer, la situation de référence, c'est le parc immobilier. Ensuite, pour des fiches pilotage, régulation, récupération de chaleur, là, on va plutôt s'appuyer sur le marché. C'est-à-dire qu'on va prendre les parts de marché des différentes solutions. Et puis, pour des fiches type chaudière, biomasse, etc., là, on va prendre l'éco-conception. Donc, la réglementation et dont l'éco-conception pour les autres fiches. Ce qui veut dire que le dispositif C2E, il est toujours à minimum, au-dessus de la règle, enfin, il est toujours à minimum à la réglementation et voire souvent au-dessus de la réglementation. Les économies d'énergie, je l'ai dit, sont calculées en énergie finale et les forfaits ils prennent en compte la durée de vie de l'équipement actualisé avec un taux de 4% par an. Donc vous voyez par exemple, on a un petit tableau avec les durées de vie conventionnelles des équipements. Et si on prend par exemple une durée de vie conventionnelle d'un équipement une durée là on va prendre 15 ans parce que c'est la moyenne à peu près de l'ensemble de nos équipements, vous allez prendre des kilowattheures, un forfait en kilowattheures, une économie de kilowattheures en énergie finale par rapport à une situation de référence que vous allez multiplier par un coefficient de 11,563, voilà, qui correspond à la durée de vie de 10 ans. Voilà. Voilà quelques mots pour si vous avez vraiment jamais vu une fiche d'opération standardisée. Voilà comment ça se présente. Si on prend la barre EN101, donc on a un secteur d'application, une dénomination, des conditions de délivrance du certificat d'économie d'énergie. Donc là, en l'occurrence, sur l'isolation des combustibles de toiture, on exige un R. Et puis derrière, on a un certain nombre d'exigences sur les aspects techniques et on demande que l'installation soit réalisée par un installateur RGE et derrière on va demander une preuve de réalisation d'opération avec un contrôle de cette réalisation. Voilà. Ensuite, donc le calcul d'économie d'énergie, il est réalisé sur une durée de vie de 30 ans et vous avez un montant de certificat d'économie d'énergie en fonction de la zone climatique, H1, H2, H3, et que vous multipliez par la surface d'isolant. Je crois qu'il y a pas mal de questions là. Je finis Marc, juste ça. Une petite pause. Ouais. Là, il y a des questions. Je finis ça et puis je prends les questions. Allez. Une fiche d'opération standardisée, c'est toujours ce qu'on appelle une fiche de synthèse et une attestation sur l'honneur. L'attestation sur l'honneur, c'est une attestation donc, qui est signée par le bénéficiaire et l'installateur et qui vient bien résumer quelque part l'opération réalisée. Voilà, et puis je vous ai mis la deuxième fiche qui est dans le top 3 du tertiaire, isolation de réseau hydraulique, de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Voilà, donc ça, vous verrez tout ça. Voilà, je vais prendre des questions et je passerai juste sur le prochain arrêté. Alors, les questions, est-ce que je les vois? Alors, la première question. Alors, je vais qu'il y une question sur le... Oui, les établissements dépendants du ministère de l'Enseignement supérieur sont-ils bien éligibles? Alors, vous avez effectivement une subtilité sur la notion d'établissements nationaux qui ne sont pas éligibles au dispositif C2E. Ça, il faudrait que vous m'écriviez. C'est Monsieur Petit. Je vous ferai la référence exacte des textes.
mais il y a une subtilité sur les établissements qui sont justement dits de type nationaux, qui eux ne sont pas éligibles. Sinon, les établissements, les collèges, etc., tout ça, c'est éligible au dispositif. Donc, monsieur ou madame Petit, d'ailleurs, hein, vous m'envoyez un mail. À la fin de la présentation, vous avez mon mail et je vous ferai la réponse exacte. D'ailleurs, j'en profite pour compléter peut-être la question, Marc, parce que par exemple, les universités, le propriétaire des bâtiments, ça peut être l'État, mais ça peut être aussi l'université en propre ou la collectivité. Oui, oui. Mais en fait, il y a vraiment sur les établissements nationaux, c'est en fait tous les établissements qui dépendent d'un ministère, où là, effectivement, ce n'est pas éligible au dispositif C2E. Il y a une subtilité dans un texte. Et ça, c'est une subtilité qu'on a, enfin, j'ai vraiment une réponse là-dessus. À l'époque, c'était Nolwenn Briand du pôle national C2E qui m'avait répondu directement. Question suivante. Alors, le PowerPoint, oui, il vous sera envoyé en PDF. Oui. Les plateformes logistiques. Alors, une question sur les plateformes logistiques. Alors, les plateformes logistiques, elles sont considérées comme du tertiaire. Donc, la seule tolérance que l'on a, c'est pour des plateformes sur un site industriel. Vous avez un site industriel avec les produits finis qui sont stockés avant de partir, où là, effectivement, la DGEC accepte que ça soit traité en industriel. Mais tout le restant, c'est de la logistique. Question suivante. Pour un site industriel, donc c'est du tertiaire, les opérations réalisées. Juste, si c'est de la logistique, ça veut dire que vous appliquez les fiches tertiaires et non pas industrielles. Après, il y a une question sur les sites industriels. Quand les opérations sont faites dans les bureaux ou les locaux, quel type de fiche il faut prendre? Alors là, vous prenez effectivement sur un site industriel, vous avez des locaux de type industriel, les ateliers, enfin les sites de production. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien de l'industrie. Par contre, les bureaux, vous les prenez en tertiaire. Donc tous les maîtres de bureaux, vous pouvez les traiter en tertiaire avec une application des fiches BAT. Ensuite, il y a des gens qui demandent. Donc, Lara Eliezer, oui, elle a répondu la même chose que moi, donc c'est bon. On est d'accord, Madame Eliezer. On est d'accord aussi sur la deuxième question bureau. Alors, Astrid Dursault, est-il possible de joindre l'information sur les établissements nationaux à cette présentation? Ok, mais je le remettrai, oui. Je le remettrai. Tu m'y fais penser, Thierry, mais j'ai juste un copier-coller à faire. La réponse, d'accord. Existe-t-il des structures qui rachètent des C2E aux éligibles? Si oui, lesquelles? Coordonnées. Alors, il y a effectivement des acteurs qui peuvent acheter. Alors, vous avez dans les acteurs, on va faire juste un point là-dessus. Vous avez donc les obligés, qui sont les énergéticiens. Ensuite, ces énergéticiens, on l'a vu, ils peuvent déléguer une partie de leur obligation à des délégataires. Donc la liste des délégataires est disponible sur le site de la Direction générale énergie-climat, puisqu'en fait, pour être délégataire, vous avez besoin de répondre à un certain nombre de critères, notamment des critères financiers pour vous assurer de la solidité financière de votre société, et des critères de qualité, des critères de compétences techniques pour on veut s'assurer que vous êtes bien en capacité de contrôler les dossiers, etc., etc. Voilà. Ensuite, un obligé, il peut passer un contrat avec un mandataire. Il peut mandater un acteur pour réaliser en son compte de la production de certificats d'économie d'énergie. Donc, un mandataire, quelque part, il va engager soit la marque d'un obligé énergéticien, voire même la marque d'un délégataire. Donc, vous pouvez avoir entre le délégataire et l'obligé et le bénéficiaire, un intermédiaire qui est un mandataire. Et puis et autour de ça, en plus de ça, vous avez des sociétés de type trader qui peuvent à un moment donné acheter et vendre des certificats d'économie d'énergie et se rémunérer sur l'achat-vente.
Voilà, alors je ne vais pas donner de nom ni de coordonnées parce que je suis neutre dans mon rôle. Donc ça vous oblige effectivement à essayer de chercher sur Internet tous ces acteurs. Voilà. Alors, je ne comprends pas la question. Bonjour, sur un établissement de santé qui dispose du niveau de GTC. Voilà. Bon, bah, il y a M. Zara qui répond, là, Primum Énergie, partie délégataire et rachète des C2E. Voilà. Et donc, oui, je ne l'ai pas dit, vous faites bien de le dire, M. Zahar. Un délégataire, un mandataire peut aussi, à un moment donné, acheter des certificats d'économie d'énergie sur le marché. De la même manière qu'un obligé peut acheter des C2E sur le marché. Est-ce que c'est bon, Thierry? Oui, je pense que là, on en a fini pour les questions pour le moment. On va les Ok. surveiller. On peut passer à la suite. Ok, tu surveilles, voilà. Je surveille. Voilà. Juste quelques mots sur les évolutions. Donc, on est sur le 37e arrêté. Donc là, on a eu confirmation de la part de la DGEC des fiches qui passeront au 37e arrêté. Vous savez que globalement, donc les fiches d'opération standardisées, je reviens juste un peu en arrière, vous voyez ici, vous avez la Marianne. Donc la Marianne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le ministre qui signe, c'est un document officiel, donc c'est le ministre qui signe ses arrêtés ministériels. Et donc, on passe à peu près, on a à peu près minimum 2 arrêtés fiches d'opération standardisées par an. On a un arrêté en fin d'année, décembre, et souvent un arrêté au mois de juillet. Et bien évidemment, entre les deux, la DGEC peut faire le choix de mettre différents arrêtés. Donc, par exemple, cette année, on a eu 32, 33, 34, 35, 36, 37, on a fait 6 arrêtés. 6 arrêtés sur des fiches d'opération standardisées. Et donc, là, on aura des fiches d'opération qui vont être modifiées, donc qui seront actives à partir du 1er avril 2021. C'est la barre EN 105, isolation des toitures terrasses, la barre EN 108, fermeture isolante, et la barre TH 113, chaudière biomasse individuelle. Et à la date de l'arrêté, donc les deux premières, il y a assez peu d'évolution. C'est la mise à jour des degrés jours unifiés, donc on baisse un peu les forfaits, mais il n'y a pas trop, c'est pas trop dramatique. Et sur la barre TH 113, par contre, on est sur l'application en situation de référence de l'éco-conception. Et donc là, vous avez un forfait qui est plutôt revu à la baisse. Qui n'est pas une très bonne nouvelle pour la chaudière biomasse individuelle, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et puis, à la date de l'arrêté, vous avez une nouvelle fiche qui va sortir, qui est la barre S107, qui est l'abaissement de température de retour vers un réseau de chaleur. Il en existait une en BAT. On a simplement pris la BAT et on l'a basculé sur la barre. Voilà. Là, vous savez tout. Vous êtes un peu là. C'est presque un scoop là, puisqu'on a eu le retour hier soir sur ces fiches. Quelques mots sur le coup de pouce avant de passer au témoignage. Alors, vous savez que dans le dispositif, je l'ai dit, il y a des choses, il y a des fiches d'opération, enfin des actions qui sont bonifiées, et notamment on a des grosses bonifications avec le coup de pouce. Donc, les cibles des coups de pouce, ce sont tous les ménages qui peuvent bénéficier de ces offres avec des montants de primes attribués qui sont différenciés en fonction des niveaux de ressources. Donc, on a grande précarité et puis modeste et les autres globalement. Les modalités des coups de pouce, c'est que ces dispositifs coups de pouce s'appuient toujours sur des fiches standardisées. En venant bonifier donc les forfaits des fiches. Vous trouvez le texte, c'est l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et je vous ai fait un résumé rapide de ces coups de pouce avec sur la partie chauffage, donc les barres TH 113, 104, 143, 159, 137, etc. Avec la dernière mise à jour, c'est l'arrêté du 25 mars 2020.
Vous avez un coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires, vous avez un coup de pouce isolation, vous avez un coup de pouce rénovation performante d'une maison individuelle, un coup de pouce chaufferie fuel dans le cadre d'une rénovation performance de bâtiments résidentiels collectifs, un coup de pouce rénovation performance de bâtiments résidentiels collectifs, et puis coup de pouce thermostat avec régulation performante. Donc le principe de ces coups de pouce, c'est que vous avez le signataire de la charte coup de pouce, il s'engage à communiquer très fortement sur le coup de pouce, à mettre en œuvre généralement un site internet où on retrouve toutes les offres, à proposer des offres bonifiées. Et ces offres bonifiées sont encadrées par la Direction générale énergie-climat, donc en termes d'aide financière. Par exemple, vous prenez sur l'isolation barre EN 101 et barre EN 102, on vous dit voilà, c'est une aide financière de l'ordre de 20 € par mètre carré d'isolant en grande précarité et 10 € par mètre carré d'isolant en ménage classique. Voilà, donc ça fixe un peu le montant des aides. Et puis, bien évidemment, des contraintes qui sont demandées aux signataires de la charte, notamment en matière de contrôle des chantiers, puisque l'ensemble de ces chantiers doivent être contrôlés avec des pourcentages de l'ordre de 10%, 5% par 10% des chantiers et 5% par installateur, je vais y arriver, par professionnel. Les résultats, alors les résultats ils sont assez probants hein, puisque sur l'isolation c'est plus d'1 million de travaux qui ont été engagés sur l'isolation à la fois en plancher bas et en comble perdu, près de 500 000 installations de chauffage qui sont engagées, les conduits d'évacuation des fumées pour tout ce qui est chaudière à condensation, je vais y arriver, 810. Les émetteurs électriques, 24 150 travaux engagés et émetteurs mis en place, 421 thermostats. Et puis sur la partie rénovation performante de bâtiments résidentiels collectifs et individuels, là on est sur des chiffres qui commencent à décoller, donc c'est pas significatif pour l'instant. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire avant de passer la parole pour les témoignages. Alors peut-être des questions, tour. Thierry? Ouais, j'allais dire peut-être un petit tour par la question avant de passer au témoignage. Sur un site industriel, il est mis en place une récupération de chaleur sur un groupe froid. Une grande partie de l'usage du chaud est à destination du process et une autre partie de l'usage du chaud minime est faite pour le chauffage des bâtiments. Quel OS utiliser, industrie ou bâtiment? Alors là, vous allez utiliser typiquement l'INDUT 117, puisque l'INDUT 117, elle précise bien que vous faites la récupération sur groupe froid avec trois destinations à cette récupération de chaleur, soit le process, soit le chauffage, soit l'eau chaude sanitaire. Après, M. Petit ou Mme Petit pose la question, quelle différence entre fermeture isolante et huisserie? Alors attends, quelle différence entre fermeture isolante et huisserie? Fermeture isolante et huisserie. À vrai dire, je ne comprends pas trop la question. Fermeture isolante, on est vraiment sur la porte, quoi, le panneau avec un. Et huisserie, pour moi, c'est juste la quincaillerie qui va autour d'une porte. Mais je sais pas, c'est. Ensuite, question suivante. Qu'en est-il de la révision de la fiche barre EN 102, initialement prévue au 37e arrêté? Alors, Léonore, oui, on avait proposé, en fait, on a proposé, pour tout vous dire, on a proposé plus d'une quinzaine de fiches d'opérations standardisées qui avaient été validées par l'ADEME
au fin août 2020 à la DGEC pour ce 37e arrêté. Il s'avère que la bande passante de la DGEC aujourd'hui est extrêmement compliquée puisqu'en fait, je reviendrai plus tard, mais courant juillet-août, ils ont lancé une phase de concertation sur la 5e période. Et donc, ils ont consacré énormément de temps sur cette phase de concertation. Et donc, ils n'ont pas eu le temps d'instruire les différentes fiches qui avaient été proposées dans le cadre du 37e arrêté. Et donc, au mois d'octobre, lors du copie de C2E du mois d'octobre, ils nous ont bien dit qu'ils n'avaient pas eu le temps d'instruire les 15 à 20 fiches qu'on avait envoyées, qu'ils n'en sortiraient que 5. Cette fiche Barreau N102, pour l'instant, n'est pas instruite par la DGEC, ce qui veut dire que elle sera probablement instruite lors du prochain arrêté, donc au premier semestre, courant premier semestre 2021. Je ne peux pas être plus clair que ça, je pense. Question suivante. Alors, la notion de précarité n'est pas liée à un bâtiment. La notion de précarité énergétique est liée au foyer qui habite un logement. Et donc, à ce titre, on demande généralement la preuve, enfin les avis d'imposition des foyers, des logements, de manière à pouvoir prendre en compte ou pas la précarité des foyers. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans le cadre de bailleurs sociaux, sur les bailleurs sociaux, quand vous prenez un logement, vous allez appliquer les pourcentages départementaux de précarité pour simplifier en fait le dispositif. Donc vous savez que sur un logement, je sais pas, vous allez prendre 78%, 80% des logements en précarité, etc. Voilà. C'est ça qu'il faut regarder. Comment sait-on si tel bâtiment pour obtenir, voilà, donc sur un bâtiment, vous regardez si vous avez des foyers précaires, et dans le cadre de bailleurs sociaux, là vous revenez sur les pourcentages départementaux de précarité. Ensuite, question, comment un éligible type bailleur social peut-il faire valoriser les C2E avec le coup de pouce avec un obligé signataire de la charte? La bonification était indiquée lors du dépôt, point d'interrogation. Alors là, comment un bailleur social? Donc un bailleur social, il va s'appuyer sur un signataire de la charte et il va appliquer la bonification. Indiqué lors du dépôt. Vous posez une. J'ai du mal à comprendre la question, à vrai dire. Après, Manon Sevilla, si elle veut ouvrir son micro et poser la question en live, ce sera peut-être plus facile. Oui. Oui, bonjour, Manon Sevilla. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. En fait, ma question, c'est de savoir comment est-ce que un bailleur social peut faire bonifier ses C2E via le coup de pouce en les faisant valoriser avec un obligé qui soit signataire de la charte coup de pouce, forcément. Comment ça se passe concrètement, en fait? Est-ce que c'est lors de la constitution du dossier qu'il y a une chose à indiquer? Enfin, on se pose un peu cette question chez nous. Oui. En fait, l'obligé ou le délégataire qui va prendre le dossier va gérer le dossier dans le cadre de son offre coup de pouce. Donc c'est lui qui va impulser l'action et les modifications. Donc vous, de votre côté, vous n'avez rien de particulier à faire, à mon sens. Alors peut-être que quelqu'un peut répondre là puisque je pense qu'il y a des mandataires, des délégataires qui sont plus terrain que moi, qui peuvent expliquer par un mail à Madame. Mais pour moi, il n'y a pas de,
l'obligé ou le délégataire, enfin, le signataire de la charte coup de pouce va faire une proposition dans le cadre de la charte coup de pouce, avec les aides financières qui vont bien. Peut-être que Benjamin Battisti, qui a travaillé avec moi sur ces webinaires et qui est un obligé, peut répondre. Benjamin, si tu nous entends. Oui, Thierry, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien, on vous entend très bien. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, lorsque un bailleur social ou un bénéficiaire qui peut bénéficier d'une prime dans le cadre des cartes coup de pouce aura directement contact avec un énergéticien ou un obligé ou ayant signé la charte coup de pouce par rapport à ces opérations-là, et d'office, la bonification sera indiquée de l'incitation jusqu'à la fin du dossier, après valorisation de l'opération. Donc, dès le départ, celui qui a signé la charte coup de pouce peut proposer cette bonification, peu importe l'opération en tant que telle, que ce soit pour un bailleur social, que ce soit pour une copropriété, s'il est signataire de la charte copropriété, isolation et autres. Donc, en gros, c'est le même process que le système traditionnel. C'est-à-dire que vous contactez un énergéticien, un éligible ou obligé, pour pouvoir valoriser l'opération, et cette valorisation tient compte de la bonification. Coup de pouce. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Alors après, sur les raccordements, alors là-dessus, sur le raccordement, il faut effectivement, alors là-dessus, je crois que la FEDEN avait fait une préconisation. Alors tu peux peut-être répondre ça d'ailleurs Thierry, parce que c'est un peu, tu connais un peu les réseaux de chaleur. Oui, Tu sais, c'est le fait que tu peux pas prouver que il faut à un moment donné, tu dois prouver que tu peux pas te raccorder à un réseau de chaleur. Et donc pour ça, je crois qu'on doit normalement pouvoir se rapprocher soit de la collectivité qui doit pouvoir faire un papier. Alors je sais que la FEDEN, je l'ai en tête ce truc-là, mais je ne sais plus comment on répond exactement. Je pense que l'exploitant doit pouvoir également répondre. L'exploitant doit pouvoir faire, mais il y a une procédure. Alors là, je ne sais pas qui a fait ça. Madame Zaina, vous me repassez le mail et puis je vous mettrai on vous mettra cette réponse dans la présentation. RCU. Okay. Trouver raccordement, c'est bon. Établissement de santé sur lequel on installe une GTC qui va gérer des surfaces tertiaires, administration coût en l'un et des bâtiments d'hébergement, maisons de retraite. Peut-on utiliser des fiches tertiaires et du secteur résidentiel? Alors, ouais, là, c'est une vraie question sur les logiques mixtes, c'est-à-dire des bâtiments dans lesquels vous allez cumuler du résidentiel et du tertiaire. Alors, généralement, avec la DGEC, on s'était entendu sur le fait que si 75%, donc vous avez une chaudière, par exemple. Cette chaudière, elle alimente du résidentiel et elle alimente du tertiaire sur un même bâtiment. On s'était entendu avec la DGEC en disant si 75% des surfaces sont par exemple en résidentiel, votre installation va être valorisée en résidentiel. C'est ce qu'on appelle la règle des 75-25. Après, la difficulté, c'est comment vous faites quand vous êtes à 50% tertiaire, 50% résidentiel. Alors, je pense que, donc, moi, dans ma grande prudence côté AT2E, qu'on préconise, c'est de dire, vous faites le schéma qui est le plus défavorable pour vous et pour le bénéficiaire. Ce qui veut dire qu'en fonction de l'interprétation du pôle national C2E, de toute manière, vous pourrez montrer votre bonne foi. Alors, j'ai conscience que ce n'est pas optimum, mais moi, je ne valide pas les dossiers C2E, donc je suis extrêmement prudent. Je sais que la DGEC est en train de se pencher sur le sujet parce qu'ils m'ont posé une question là, sur ce sujet hier soir. Donc, je pense qu'on devrait avoir des réponses un peu plus précises dans les jours qui viennent sur ces sujets.
mixte entre du tertiaire et du résidentiel. Après, il y a monsieur ou madame Petit qui précise la question tout à l'heure, certainement sur les fenêtres isolantes, enfin sur les huisseries. La question était sur Alors la sur barre. les huisseries, donc on est sur de la surface en fait de mémoire. Les fenêtres, on est sur les surfaces de fenêtres. Donc il faut prendre l'ensemble du panneau. Alors le coup de pouce rénovation globale en résidentiel collectif est-il cumulable avec la bonif en précarité? Non, vous prenez soit coup de pouce, soit non, c'est pas, il n'y a pas de cumul possible, puisque déjà vous avez une bonification en rénovation globale. Oui, c'est ça. On parle d'une fermeture sur une baie lorsqu'il y a un volet qui peut être isolant. Merci. Est-il possible d'expliquer les grandes lignes de la fiche standardisée contrat? Alors là, non, parce que sinon on va pas. Enfin, c'est pas l'objet. Je suis désolé, mais trop compliqué. Enfin, je sais pas, Thierry, ce que t'en penses, mais si on commence à rentrer dans les fiches, là, on va exploser le machin. Oui, en particulier celle-là qui mériterait presque un webinaire à toute seule. Donc, si vous avez des questions, vous nous posez des questions à la T2E et on vous répondra, mais là, on ne va pas rentrer dans les fiches. Bailleur social, d'accord. Signataire de la charte va inciter le bailleur, ok, là, c'est les réponses. Un délégataire peut aussi gérer un coup de pouce, on est d'accord. S'il est signataire, bien évidemment, de la charte coup de pouce, oui. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je vous propose qu'on avance parce qu'il est déjà 11h30. Alors, je ne sais pas qui intervient côté hôtel Alteora. Alors, normalement, Mickaël doit être connecté. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, super. Alors, ce que je vous propose, c'est vous me dites quand vous voulez que je passe les slides et vous le. Et comme ça, on gagnera du temps. D'accord? Oui, d'accord. Bon, juste, ne vous étonnez pas, parfois, il y a juste un temps de latence entre le moment où vous me dites passer les slides, où je les passe et où vous allez les voir. D'accord. Voilà, donc l'hôtel Alteora, comme vous le voyez, est sur le site du Futuroscope. C'est un hôtel de 300 chambres, classé 3 étoiles. Alors, quand on dit effectif de 40 personnes, ce sont 40 équivalents temps plein. À ça, sur une période normale, c'est-à-dire hors année 2020, il faut ajouter des étudiants que l'on embauche en extra, des saisonniers, une équipe de femmes de chambre, ou là c'est une entreprise extérieure. Donc il peut y avoir 80 personnes à un instant T qui sont concernées par l'activité. La particularité de notre hôtel, c'est que nous avons engagé une démarche développement durable il y a 8 ans maintenant. Et alors, juste, si on peut rester sur la première slide, puisque la fierté que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes évalués par l'AFNOR selon nos référentiels engagés RSE. Et nous faisons partie des 40 entreprises de toute taille et de tout secteur en France qui ont obtenu le niveau exemplaire. Niveau exemplaire, ça veut dire que c'est une démarche globale et surtout qui est vécue par l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et surtout les salariés. La particularité autre que l'on a dans l'entreprise, c'est d'avoir mis en place un indice de la qualité de vie au travail. L'indice de la qualité de vie au travail qui a été défini par les salariés et pour lequel nous avons obtenu une note de 9 sur 10. Au niveau de l'activité, juste pour resituer, l'hôtel, donc 300 chambres sur le site du Futuroscope. Sur une année normale, ça représente 55 000 nuitées, 130 000 personnes qui dorment à l'hôtel. D'où un impact environnemental qui peut être important en termes de consommation d'énergie, de consommation d'eau et de production de déchets. On va passer. Voilà, donc, sur le thème des certificats d'économie d'énergie, deux axes. D'une part, la consommation d'électricité liée à l'éclairage.
et d'autre part la consommation d'eau dans nos 300 chambres. On va passer. Voilà, donc objectif, réduire la consommation d'électricité, réduire la consommation d'eau. Sur les aspects techniques, les fiches, je vais un peu passer, puisque là, ça dépasse un peu notre quotidien. On va passer à la fiche suivante. Voilà, donc nous, en fait, comment nous avons connu le dispositif des C2E, c'est grâce à une société qui est près de l'hôtel, à Châtellerault, qui s'appelle Enviro Développement, et qui a proposé des dispositifs à destination des hôtels. En fait, c'est un intermédiaire entre un obligé et un établissement comme les nôtres. Donc, sur la partie LED, l'idée, c'était de proposer différents modèles de lampes. L'hôtel retient les modèles qui lui correspondent. Et en fait, c'est la seule démarche. Enviro Développement se charge de toute la procédure. Donc, c'est très simple. Et le résultat, c'est que pour nous, ça nous a permis de remplacer, comme je l'ai écrit, 325 unités de LED. C'est le slide suivant. Voilà, donc ça se présentait comme ça. Donc, une fiche avec différents modèles. Et puis, le but étant de retenir celle qui correspond à l'installation, aux particularités de l'hôtel. Voilà. Bon. Là, c'était le gros chantier, puisque le principal problème que l'on avait à l'hôtel, c'était de gérer les consommations d'eau. Dans le cadre d'une démarche de développement durable, c'est quand même très important. Énorme consommation d'eau vu la taille de l'établissement. Et qui a la main principalement sur la consommation d'eau, ce sont les clients. Donc, alors l'idée, c'est beaucoup de sensibilisation, mais à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un aspect technique qui entre en jeu. Et donc, la même chose, Enviro Développement nous a proposé un système de douchettes et de régulateurs de jet pour les lavabos. Donc, avec 3 options, 3 niveaux de qualité, premier niveau à coût 0, et puis après, si fonction du niveau de qualité, avec un coût, un reste à charge. On va passer à la slide suivante. Sur l'aspect financier, donc sur la partie LED, sur les 300 chambres, ça représentait un investissement de 1 706 €, plus une installation qui est faite en interne. Donc là, le financement a été de 100%. En termes d'économie d'énergie, c'est un peu assez difficile à évaluer compte tenu de la consommation globale de l'hôtel, mais ce que l'on sait, c'est que de toute façon, il y avait une campagne de remplacement de nos éclairages. Donc, ça nous a permis de lancer cette campagne de remplacement avec des durées de vie qui seront beaucoup plus longues que les éclairages que l'on avait jusqu'à présent et une meilleure qualité. Le plus gros impact que l'on a pu obtenir, c'est sur la consommation d'eau. Donc là, le remplacement des pommes de douche, c'est un coût global d'environ 5 000 € sur la partie fourniture. Et les C2E nous ont permis une prise en charge d'environ les 2 tiers, 68%. Ça, c'est une opération qui a été mise en place à l'été 2017 dans l'hôtel. Et donc, ce que l'on a fait, c'est de comparer les consommations d'eau de l'année 2018, donc une année pleine avec le nouveau dispositif, par rapport à 2016, avant l'installation. Sur 2 années de fréquentation équivalente, on constate une baisse directe de plus de 20% de la consommation. Une baisse qui s'est confirmée sur l'année 2019. Donc, la tendance, c'est une économie de 20% de lycée chaque année. Voilà pour cette partie. Et donc ça, on a rajouté une particularité parce qu'on a eu un gros souci de pompe à chaleur l'an dernier. Et là, c'est un investissement très important, 66 000 €. Et donc là, l'idée, c'était d'essayer de trouver un financement, une participation au financement de l'opération. Et là, c'était une discussion avec des prestataires avec lesquels on travaille habituellement sur la maintenance dans l'hôtel. Et en fait, c'est un des 2 prestataires qui a trouvé
cette prime éco-énergie ENR, certes. Alors, un gros intérêt pour nous, puisque c'est quand même près de 20% de l'investissement qui a été financé grâce à ces C2E. Donc, voilà un peu pour ce que l'on a mis en place dans l'hôtel. Par rapport à tout ça, le ressenti qu'on peut avoir, c'est que pour se lancer dans ce genre d'opération, il faut quand même avoir accès à un intermédiaire qui maîtrise les fiches, les process, les mises en place des dossiers. En bout de chaîne, c'est quand même très difficile à gérer pour des établissements dont c'est quand même pas le métier ou le quotidien. Et voilà, le coût que ça peut générer. La preuve en est, c'est que je pense que sur le site du Futuroscope, où on a à peu près toutes les marques d'hôtels, on est seul à avoir bénéficié de ce genre de dispositif. Donc l'idée, c'est aussi, grâce à la CCI de la Vienne, de vulgariser tout ça et d'amener nos collègues à aller vers ce genre de dispositif. Voilà pour le témoignage. Parfait, merci beaucoup pour ce témoignage. Je regarde, il n'y a pas de questions, visiblement. Et on peut peut-être passer au deuxième témoignage. Alors, je crois que notre témoin avait quelques soucis de connexion. Il était connecté tout à l'heure. Peut-être, Benjamin, tu peux peut-être présenter. Oui, je vais prendre le relais parce qu'il y a quelques soucis de connexion. Par contre, j'ai pas la présentation. Si, tu me l'avais envoyé ou pas? Je sais pas. Normalement, je l'avais envoyé tout à l'heure. Attends. Sinon, je peux essayer de la passer. J'avais ça, moi, mais j'avais pas le. Non, je l'ai envoyé hier soir. Hier soir, ok. Attends. Toc, Résidence Garonne, c'est ça? C'est ça. Ok, désolé, je l'ai pas intégré, mais voilà. Toc, hop, diaporama et c'est bon. Ok, alors j'ai vu que Christophe Tabar d'Isowec était arrivé. Non, est-ce qu'il nous entend? Apparemment, non. Je l'ai vu partir tout à l'heure, je l'ai vu arriver, mais après, il est reparti parce qu'il a eu des problèmes de connexion. Ok. Benjamin. Oui, je vais prendre le relais du coup. Alors, je ne serai pas aussi précis, je m'en excuse par avance, que Christophe Tabar de la société Isovec qui effectivement a réalisé ce chantier. Je vais essayer, avec mon expérience, de résumer un petit peu les opérations qu'ils ont mis en place sur cette copropriété privée. L'idée, c'était tout simplement de faire un retour d'expérience sur des actions et des opérations qui sont facilement et possibles de mettre en place sur beaucoup de types de logements. Et notamment, donc, c'est en l'occurrence ce qui s'est passé sur la résidence Garonne, donc à Marmande, sur une résidence de copropriété de 52 logements et année de construction 1980. Alors, l'entreprise qui a réalisé les études et les travaux, c'est la société donc Isovec, qui est donc une société qui a été fondée en 1980, une société familiale par Gilbert et Michel Vec à Marmande et qui reste encore une entreprise familiale aujourd'hui dirigée par Christophe Vec, avec près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et 230 collaborateurs sur tout le territoire. Et ils ont plusieurs marques sur la partie isolation. Ça fait partie des sociétés qui aujourd'hui développent beaucoup la partie isolation, mais calorifugage notamment et autres opérations globales. Si on peut passer la slide suivante. Donc, l'objectif recherché de ce projet, simplement, c'était une agence immobilière qui gère la copropriété, qui avait déjà fait du soufflage dans d'autres bâtiments résidentiels en gestion et qui souhaitait bien évidemment mettre en place des actions auprès de ses copropriétaires. C'est vraiment une action. Christophe Vec était là, enfin Christophe Tabar était là, mais effectivement il a quitté la session. Bref. Donc, en l'occurrence, par rapport à cette opération déjà réalisée, ils ont pris contact avec la société Isovec dans un objectif de déjà faire un état des lieux et des actions à mener, que ce soit sur la partie comble, la partie chaufferie et le réseau de chauffage et ECS. Le système de chaufferie avec gaz. Et donc, l'objectif recherché, c'était de mettre en place des actions d'économie d'énergie,
Et la société a permis de faire un relevé métré sur site et a déterminé 4 actions principales. Calorifugage de réseau de chauffage et de CS. Dans la chaufferie, il y a eu 15 points singuliers à isoler. Il y a eu donc l'isolation des combles pour près de 972 mètres carrés et l'isolation des planchers bas pour 700 mètres carrés. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour présenter un peu plus dans le dur ce qui a été mis en place donc, sur le projet. Donc, bien évidemment, par rapport à ce relevé métré, ce qui a été mis en place, c'est tout simplement l'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage et eau chaude sanitaire, donc bien évidemment existant dans le cadre de la fiche BAT TH 160. Donc, ces travaux ont été réalisés à Marmande dans le 47, donc c'est en zone H2 par rapport à nous, ce qui nous intéresse un peu plus en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine. Il y a notamment des territoires qui sont en H2 et d'autres en H1. Donc, bien évidemment, Marc vous l'a rappelé tout à l'heure, les opérations, sauf quand c'est dans le cadre du coup de pouce qui est bonifié d'une manière générale, mais tient compte du paramètre géographique pour bonifier l'opération par rapport à ces opérations-là. Donc là, ça a été mettre en place donc une utilisation de réseau hydraulique de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Il y a eu 332 mètres linéaires qui ont été mis en place. Donc, ça a été de mettre en place donc, un isolant donc, en coquille concentrique fondue en laine minérale revêtue aluminium. On verra des photos après. Et tout ça pour ce bâtiment. Ensuite, la fiche BAT TH 161 en zone toujours H2 pour chaufferie. Donc là, en l'occurrence, c'est la partie matelas isolant. Donc, au-dessus, c'était l'isolation des réseaux hydrauliques de chauffage, calorifugage de réseau. Et là, c'est ce qu'on appelle l'isolation de points singuliers. Cette isolation, c'est pour isoler, encore une fois, je l'ai utilisé avec mes terres, je m'en excuse, c'est pour isoler toutes les vannes, toutes les brides, les éléments sur le réseau hydraulique qui a besoin d'être isolé parce que sinon, il y a une déperdition de chaleur importante. Alors, tout simplement, ce sont des matelas qui sont faits, donc je tiens à le préciser, cette société fait appel à une société française pour fabriquer ces matelas isolants qui sont construits dans le nord de la France. Donc, c'est tout simplement de la laine de verre que nous mettons, une laine de verre certifiée et qui est mise dans le cadre d'une matière toile siliconée avec des sangles et des boucles inox qui sont mis par-dessus tout simplement les vannes et les brides. Donc, c'est très facile à enlever et à remettre. Ça veut dire que tout simplement, s'il y a besoin d'intervenir sur une vanne, c'est assez simple d'enlever l'isolant et de le remettre ensuite. Donc, c'est quelque chose qui a un intérêt très clair. Ensuite, on a eu bien évidemment donc, sur cette copropriété de l'isolation des combles avec de la laine de verre minérale projetée, donc 972 mètres carrés, et l'utilisation des planchers bas, 700 mètres carrés. Ce qui est intéressant dans le dispositif, et c'est là aussi où c'est un objectif clair que les certificats d'économie d'énergie peuvent être plus qu'incitatifs, c'est que justement les opérations qui ont été mises en place, au-delà effectivement du coût financier, on se rend compte que la prime C2E que les énergéticiens, ou les obligés ou les non éligibles, les éligibles non obligés, pardon, peuvent mettre en place avec les bénéficiaires, peuvent rembourser la totalité des travaux. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé sur cette copropriété, avec 43 000 € de travaux au total remboursés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Donc là, très clairement, il y a une incitation financière au plus de l'économie d'énergie générée et la facilité de mise en place de la rénovation. Slide suivante. Donc, en l'occurrence, vous avez un exemple en dessous de ce que j'expliquais, qui est donc les matelas sur les points singuliers. Donc, on le voit bien, c'est toute cette partie enveloppe autour de la vanne. La proposition chiffrée par Isovec, donc, propose des primes C2E directement facilitant la démarche pour le client et la TVA 5,5. Donc, c'est globalement, que ce soit Isovec ou d'autres sociétés, c'est de plus en plus l'intérêt des entreprises aujourd'hui à proposer directement auprès de leurs bénéficiaires la valorisation de certificats d'économie d'énergie. C'est pour ça que quand on parle des bénéficiaires tout à l'heure dans les questions qui se posent, notamment les bailleurs sociaux ou les copropriétés privées qui n'ont pas forcément l'accès à l'information, j'invite toutes les entreprises qui font ce type de prestations à mettre en place des partenariats avec des énergéticiens, notamment pour justement anticiper cette problématique et vraiment proposer la palette large de solutions, notamment le financement des certificats d'économie d'énergie. Comme vous l'avez compris, il y a un intérêt financier qui réside dans le financement des travaux
par le dispositif des C2E, bien évidemment, en plus des économies d'énergie générées immédiatement par la mise en place de ces différents systèmes. Et la démarche C2E, comme je vous ai expliqué, est faite directement par l'entreprise Isovec, ayant mis en place un partenariat avec un grand pétrolier français qui a directement donc enregistré le dossier, accompagné et remisé les C2E directement sur la facture. Les atouts et les freins par rapport à cette rénovation, bien évidemment, la copropriété, ce qui est tout à fait normal, restait méfiante au début suite à toutes les fraudes et arnaques qu'on entend parler par rapport à l'isolation, et avait besoin d'être rassurée sur la qualité des travaux et de la société. Le fait d'avoir des personnes en direct qui se déplacent sur place et qui rassurent, en plus des procédures de contrôle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Marc vous en a parlé, mais effectivement, le ministère, et je fais un aparté tout simplement pour dire que l'AT2E a un grand rôle dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie depuis on est en 2020, depuis près de 13 ans maintenant, dans le cadre du dispositif, puisque l'AT2E fait un lien très clair entre les énergéticiens, entre les bénéficiaires, entre les intervenants de l'administration, pour justement mettre en place des fiches, faciliter ces fiches et modifier ces fiches en fonction des problématiques rencontrées. C'est vrai que les problématiques rencontrées auprès de certains bénéficiaires, c'est simplement qu'il faut une qualité de mise en place d'isolation qui soit très claire. Et on a mis en place, la législation a mis en place tout simplement pas mal de contrôles, notamment sur les chantiers d'isolation, pour justement vérifier qu'aujourd'hui, quand une isolation est faite, elle respecte les règles de l'état de l'art. Donc, la mise en place, bien évidemment, de contrôles et aussi du respect du délai de rétractation, qui a été un cheval de bataille très important pour le ministère aujourd'hui, de faire respecter aux bénéficiaires la possibilité de se rétracter. Alors, c'est plus vrai dans le cadre de la partie particulier, mais c'est important de respecter ce délai-là. Et l'objectif, je pense, de cette rénovation a été atteint, puisque c'était un test qui a été fait sur cette copropriété. Et l'objectif, bien évidemment, il est de réaliser la même opération sur toutes les autres copropriétés. Je vous remercie. Alors, si toutefois Christophe Tabar a réussi à se connecter, ça pourra complémenter mes propos. Merci Benjamin. Oui, bien sûr, si M. Tabar est connecté, il peut prendre la parole et ajouter des précisions s'il y en a. Alors après, il y a quelques questions. Pourquoi une DAT TH 160 alors que c'est une copro? Pourquoi pas une barre TH? Je ne sais pas si Marc peut répondre ou si Benjamin peut répondre à cette question. Alors, effectivement, j'aurais eu tendance aussi à mettre une fiche barre, puisque on est dans le cadre d'une copro et qu'une copropriété, c'est bien du résidentiel collectif. Je suis d'accord. Alors là, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça en batte. Il doit y avoir une subtilité là dans le. C'est peut-être une erreur dans la présentation, hein, tout simplement. Ah, peut-être. Ouais. Numéro des fiches. Numéro des fiches, oui. Puisque, en l'occurrence, il y a la barre N100 et N103, donc effectivement, c'est tout à fait vrai. Oui. Puisque, en l'occurrence, c'est une résidentielle. Mais en copropriété, vous êtes bien en résidentiel collectif, donc c'est du Oui, bar. tout à fait. C'est une erreur, c'est une coquille dans la présentation. Et puis, il y a une question alors, très précise. La signature électronique sur l'ensemble des documents RAI, devis, contrat de travaux est-elle acceptée par le PNCEE? Alors, sur la signature électronique, c'est un combat de plusieurs années côté AT2E. Ce qu'accepte aujourd'hui la DGEC, c'est tout ce qui est signature de devis, tout ce qui est pièces commerciales. C'est-à-dire tout ce qui lie le bénéficiaire avec un installateur. Ça peut être signé de manière électronique. Par contre, ce que ne veut pas
la DGEC, c'est les pièces qui sont liées au certificat d'économie d'énergie ne sont pas aujourd'hui dématérialisables, notamment attestation sur l'honneur. Donc on y travaille puisque aujourd'hui vous avez donc avec le ministère la direction de la simplification, la DITP, donc la direction interministérielle de transformation publique, a un sujet de simplification du dispositif des C2E qui est travaillé aujourd'hui avec des obligés, des délégataires, l'AFFB et la CAPEB. L'idée, c'est de passer en revue l'ensemble du processus pour les artisans, pour le particulier, de voir quels sont les sujets que l'on peut simplifier et de voir un peu les irritants aujourd'hui qui sont identifiés sur ces process. Et typiquement, le besoin de dématérialisation des pièces a été remonté très fortement. Et donc, on va voir comment le pôle national C2E va prendre le sujet. Voilà. Merci. Je pense qu'on va reprendre le cours de la présentation, parce que je vois qu'il est déjà midi. Oui, il y avait juste Pierre Hilarmenjek qui demandait si le système de douchette était toujours éligible. Les systèmes de douchette, oui, sont éligibles sur les bâtiments tertiaires, mais la fiche a été abrogée sur les bâtiments résidentiels. Alors, juste quelques mots sur les opérations spécifiques. Dans certains cas, lorsque une opération ne peut pas faire appel à une fiche d'opération standardisée, vous pouvez faire néanmoins un dépôt de dossier C2E en opération spécifique. Et dans ces cas-là, vous montez donc le bénéficiaire, avec l'aide d'un obligé délégataire mandataire, va monter un dossier administratif et un dossier technique qui va être déposé au pôle national C2E pour instruction. La logique est assez simple. Vous définissez une situation initiale, c'est-à-dire la situation de votre site tertiaire. Qu'est-ce que vous consommez aujourd'hui? Quels sont les usages de votre bâtiment? Ensuite, vous allez définir une situation de référence qui va être une situation théorique, qui va être basée soit sur des fiches d'opérations standardisées à peu près équivalentes à l'action que vous voulez mettre en place, soit en industrie, on a ce qu'on appelle des brefs, des meilleures pratiques industrielles qui sont relevées avec des niveaux de consommation, soit des études thermiques poussées qui ont été faites. Donc, vous identifiez une situation de référence et sur la base de cette situation de référence, vous allez estimer les économies d'énergie qui seront générées par l'action que vous allez mettre en place. Ensuite, il vous reste à déterminer la durée de vie de votre équipement et de la justifier. Et ça vous donne donc un forfait C2E que vous déposez. Et donc, le pôle national C2E, une fois que vous déposez ça, a 6 mois pour instruire votre dossier et à valider ou pas votre dossier certificat d'économie d'énergie. Donc, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est très fortement utilisé, notamment en industrie, mais qui peut tout à fait être utilisé dans le cadre d'opérations spécifiques dans le tertiaire. Il n'y a aucune difficulté à ça. Il faut simplement que le taux de retour brut sur investissement soit supérieur à 3 ans. C'est une exigence de la DGEC. Et dans votre taux de retour brut sur investissement, en fait, vous prenez en compte le surcoût de l'investissement par rapport à une situation de référence, divisé bien évidemment par les économies d'énergie générées par votre action. Voilà. Donc, je vous engage bien évidemment à regarder cette notion d'opération standard et spécifique qui est intéressante. Vous avez un guide qu'avait ADEME AT2E qui peut être consultable en ligne et qui est en train d'être mis à jour aujourd'hui par l'ADEME, sachant que nous allons prendre en compte dans le cadre de ce guide les évolutions liées aux installations soumises à quota CO2, donc des installations EU-ETS, qui rentrent complètement dans le cadre de ces opérations spécifiques, avec simplement un aménagement, puisque en plus de ce qui est exigé dans les opérations spécifiques, on demande une mesure ex post des consommations, donc une mesure après travaux. Voilà. Je passe sur 3 programmes à destination
du tertiaire. Alors, le programme Pro-SMEN, qui est un programme qui est piloté par la T2E et qui vise à accompagner les entreprises à la certification ISO 50001 et donc qui peut apporter au maximum 40 000 € d'aide à ces entreprises ou 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés ISO 50001. Ce programme Pro-SMEN, donc qui est piloté par la T2E et qui est financé par EDF, peut concerner et concerne aussi les établissements publics et collectivités, donc c'est important que vous l'ayez en tête. Donc en fait, vous constituez un dossier, ce dossier est instruit par la T2E et si le dossier est valable, s'il y a toutes les pièces, bah, vous recevez le chèque de maximum 40 000 € ou 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés ISO 50001. Vous trouvez les données sur prosmen@at2e.fr. Et je vois que je me suis encore trompé sur le programme ProRefi puisque je n'ai pas mis le bon contact. Il faudra que je le modifie aussi. Le programme ProRefi qui vise en fait à former des référents énergie dans l'industrie. On le remet aujourd'hui parce que bon, on voit bien qu'on traite du tertiaire et il y a certains sites industriels qui sont sûrement encore présents. Donc, dans ce cadre-là, c'est un accompagnement, une formation qui vise à former ces référents énergie avec un parcours multimodal, 6 heures en MOOC, 2 jours de stage présentiel et un coaching sur ce sujet. Je vois que Daniel Cap a fait oui, donc Daniel, merci. Daniel me dit que le programme ProRefi, il concerne quand même certains secteurs du tertiaire dits complexes. Donc là, il faut que vous alliez voir sur le site de la T2E et sur le site ProRefi, on vous mettra la bonne adresse. Et effectivement, la DGEC a accepté depuis 2019, je crois, enfin depuis 2020, pardon, d'intégrer des sites tertiaires de type complexe dans ce programme ProRefi. Merci Daniel. Ensuite, le programme Invest. Le programme Invest qui est le pendant du programme ProRefi sur la partie financement. Ce programme Invest, il comprend donc, il vise en fait à former, là encore, des directeurs administratifs financiers, des responsables industriels, financiers, achats des banques, des conseils aux industries sur le financement de l'efficacité énergétique dans les entreprises. Donc, c'est un parcours de 2 heures en MOOC, 2 jours de stage en présentiel et là encore un accompagnement individuel technique, juridique et fiscal sur le montage des projets. Donc, je vous invite là, l'adresse est bonne, c'est invest.org. Et c'est un programme qui est piloté par Greenflex et qui est financé par Total et Siplec. Siplec étant Leclerc, le groupe Leclerc. Avant de passer aux questions, Thierry, je finis peut-être? Oui, bien sûr. Oui. Perspective 5e période. Donc, en quelques mots, donc le rappel du calendrier sur la mise en place de 5e période. Donc, sur le premier semestre 2020, il y a eu la finalisation et la publication des études ADEME, études gisement et études d'évaluation, dans lequel l'ADEME a donné des premières orientations sur ce que pourrait être l'obligation sur la 5e période. Ensuite, le 2 juillet 2020, la DGEC a lancé donc, une phase de concertation sur la base d'une fiche concertation. De notre côté, côté AT2E, on a lancé en parallèle un travail collaboratif avec des groupes de travail structurés par collège pour répondre à cette concertation. Et on a déposé tous notre travail de manière collective ou individuelle le 10 septembre à la DGEC. Et donc, depuis le 10 septembre, la DGEC a regardé l'ensemble de ces contributions et a commencé donc à travailler sur un texte de ce que pourrait être le décret obligation 5e période. Voilà. Alors, l'idée, c'est que d'ici la fin 2020, donc, il puisse y avoir une consultation de ce texte. Donc, on l'attendait initialement en comité supérieur de l'énergie du 15 novembre, ça a été repoussé.
Ça ne sera pas au CSE du 2 décembre et je ne sais pas encore si ça sera au CSE du 17 décembre. Voilà. Donc, si ce n'est pas au CSE du 17 décembre, ça veut dire qu'on va basculer sur le CSE du mois de janvier ou février. Dans tous les cas, dès que ce texte sera présenté au Conseil supérieur de l'énergie, puis étudié au niveau du Conseil d'État, il sera publié le plus rapidement possible, puisque la logique de la DGEC, c'était de publier ce texte d'ici la fin de l'année 2020. Ensuite, dans le calendrier initial, l'idée était sur le premier semestre 2021 de lancer les réflexions sur le volet modalité, donc avec écriture des arrêtés modalités d'application de la 5e période, sur 3 axes majeurs: efficience du dispositif, simplification du dispositif et politique de contrôle et lutte contre la fraude. Alors, à quoi ressemblera la 5e période? Pour l'instant, on n'en sait rien. Simplement, peut-être quelques grands axes. Niveau d'obligation, probablement en hausse par rapport à la 4e période. Les hypothèses de l'ADEME, on était à plus de 25%. Les hypothèses de la Convention citoyenne pour le climat, c'était de multiplier par 3 ou 4 les objectifs de la 5e période par rapport à la 4e période. Donc, dans tous les cas, je pense que les obligations C2E pour la 5e période seront en hausse par rapport aux obligations de la 4e période. Deuxième sujet qui a été abordé dans la concertation, est-ce qu'il y aura prise en compte ou pas d'une composante CO2? L'idée étant de faire dialoguer la PPE, donc qui travaille sur l'efficacité énergétique, et la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, qui elle vise en fait à la neutralité carbone à horizon 2050, sachant que la SNBC pour l'instant est très en retard par rapport à ses objectifs de neutralité carbone, et sachant qu'il n'y a pas de dispositif aujourd'hui permettant d'amplifier la neutralité par carbone, puisqu'en fait la taxe carbone a été supprimée en 2018 avec la période gilet jaune. Donc la prise en compte d'une composante CO2 dans le dispositif pourrait être possible. Maintenant, on ne sait pas trop encore comment. La durée, probablement une durée de 4 ans. Avec derrière des tunnels d'obligation pour P5, B6, P7. Alors quand je parle de tunnels d'obligation, c'est d'ailleurs de donner très en avant un niveau d'obligation bas, niveau d'obligation haut, de ce que pourrait être la P6 et la P7, de manière à donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs. Probablement des seuils de franchise à la baisse. Alors les seuils de franchise, c'est quoi? C'est par exemple pour être éligible au dispositif, enfin pour être obligé, un énergéticien, s'il vend par exemple de l'électricité et du gaz, doit vendre plus de 400 gigawattheures d'électricité et de gaz par an. S'il vend moins de 400 gigawattheures d'électricité et de gaz par an. S'il vend moins de 400 gigawattheures d'électricité ou de gaz, il n'est pas obligé au titre du dispositif C2E. Et donc aujourd'hui, la vision de la DGEC, c'est de baisser ce seuil, peut-être autour du 100 gigawattheures. Sur le carburant, il y a moins l'obligation, on est sur 7000 mètres cubes, ça a l'air de convenir à tout le monde. Sur l'obligation, il y a deux axes, soit prendre en compte plus d'énergie obligée, donc sur le carburant, le 85, ED95, le GNV, etc. Et puis peut-être prendre en compte les ventes d'énergie aux industries, hors fuite de carbone, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont soumises à quota CO2 qui ne seraient pas, elles, prises en compte dans les ventes d'énergie aux industriels, ce qui permettrait de traiter en fait les énergéticiens comme tous les acteurs, puisqu'aujourd'hui ils ne sont pas, les ventes d'énergie ne sont pas prises en compte dans les obligations. Les ventes d'énergie aux industriels ne sont pas prises en compte dans les obligations des énergéticiens, et donc les industriels ne se voient pas affecter le coût du dispositif C2E dans leurs offres énergie. Donc là, l'idée, ça serait de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Ensuite, des bonifications et des programmes pour faire levier sur la production, au cas où la production ne serait pas au rendez-vous.
Là, l'idée de la DGEC, c'est de limiter la part des bonifications à 30% de l'obligation, et puis une limitation des programmes à 10% de l'obligation. Donc là, il y aura probablement des évolutions. Bien évidemment, plus de qualité dans la rédaction des fiches. Ça, c'est un objectif qui nous est fixé clairement côté AT2E. Plus de contrôle, et puis probablement une simplification aussi du dispositif. Voilà un peu dans les grandes lignes les sujets de discussion sur la 5e période. Voilà Thierry, j'en ai fini. Alors, vous trouvez mon adresse mail. Donc pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre ou répondu non pas incorrectement mais incomplètement, vous me repassez un mail et puis je m'engage à vous répondre. Merci Marc, c'est toujours un gros travail d'animer ces webinaires et c'est toujours aussi intéressant. Il y avait une question sur l'état d'avancement de la fiche PAC RR portée par EDF et Uniclimat. Est-ce que tu as des informations sur le sujet? Alors, donc ça avance, oui, puisque, alors simplement, donc c'est la PAC RR collective, donc qui est bien effectivement portée par EDF et Uniclimat. Donc là, on a un projet de fiche d'opération standardisée. Il faudra que l'ADEME et la DGEC valident ça. Mais on est dans le tube. Simplement, il faut qu'il y ait que la DGEC puisse instruire tout ça. Mais de mon côté, on est plutôt en ligne et on sera en mesure de présenter cette fiche côté en 2021. Parfait, merci beaucoup. Je pense que le temps, ça va faire presque 2 heures que nous sommes connectés. On va donc vous libérer. Je remercie Marc, bien entendu, pour son intervention de qualité, comme à chaque fois. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à monter ce webinaire. Je rappelle que la semaine prochaine, il y a le même webinaire aux mêmes horaires jeudi prochain pour les collectivités locales. Je ne saurais que trop vous inciter à adhérer à la T2E puisque c'est avec le nombre d'adhérents que nous pouvons organiser ce type de réunion, que ce soit en présentiel ou en webinaire. En tout cas, merci à tous, merci Marc et bon appétit. Merci Thierry, à bientôt, au revoir. Bonne fin de journée à tous.